et bienvenue dans ce webinaire du CNCH en collaboration avec le laboratoire BMS Pfizer. Je suis Walid Amara, j'ai le plaisir de vous accueillir pour ce webinaire du CNCH qui va parler d'embolie pulmonaire. C'est sûr qu'on est dans une période du Covid, donc il y aura une partie liée à ça, mais il n'y a pas que ça parce qu'il y a pas mal d'actualités. On a la chance d'avoir avec nous, j'ai avec moi un co-modérateur qui connaît très bien le sujet, expert du sujet et également avoir un très grand expert universitaire qu'on va accueillir dans un moment. Le CNCH, vous savez, c'est la convivialité, c'est essayer de vous apporter les thèmes qui vous intéressent. Vous pouvez bien sûr poser vos questions directement dans l'onglet questions-réponses. Il y a déjà 146 personnes connectées sur le Zoom. C'est diffusé également sur Facebook et ce sera diffusé à partir de demain sur la chaîne YouTube du CNCH et sur la page du CNCH. Donc, merci d'être là. Tout de suite, je passe la parole à mon co-modérateur, Olivier Nallet, qui est le chef de service de cardiologie à l'hôpital de Montfermeil. À toi, Olivier. Écoute, merci Walid de me laisser la parole. C'est un très beau sujet, ce webinaire, l'embolie pulmonaire, et le CNCH en collaboration avec BMS et Pfizer ont choisi un beau sujet et on a la chance d'avoir effectivement un expert dans ce domaine compliqué où on a encore beaucoup de questions, Covid- ou Covid+, le professeur Olivier Sanchez de l'HEGP qui a beaucoup travaillé, beaucoup publié sur ce sujet et on est très heureux d'avoir son expertise. Il y aura certainement beaucoup de questions à poser. Il y a beaucoup d'interrogations. Voilà, je lui laisse la parole. Merci beaucoup, Olivier. Merci, Walid. Merci de votre invitation. Bonsoir à tous. Donc, je vais partager mon écran. Voici. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Je vais effectivement vous parler de l'embolie pulmonaire, Covid-19 et au-delà. C'est vrai que l'épidémie Covid a un peu modifié un certain nombre de nos pratiques et on en discutera après. Voici mes liens d'intérêt qui sont essentiellement des laboratoires qui commercialisent des anticoagulants dans le cadre d'études auxquelles j'ai collaboré. Donc, je vous propose d'aborder ces différents points. Tout d'abord, hors Covid, vous savez que l'année 2019 a été une année très riche en termes de recommandations, avec tout d'abord les recommandations françaises de plusieurs sociétés savantes impliquées dans la prise en charge de l'embolie pulmonaire et de la maladie veineuse thromboembolique de façon générale. Et puis, les recommandations de la Société européenne de cardiologie et de pneumologie qui ont réactualisé leurs guidelines également en 2019. Donc, je vais un peu m'appuyer sur ces deux textes qui vont être un petit peu le fil rouge de ma présentation. Alors, quelle molécule pour le traitement de l'embolie pulmonaire? Vous savez que les anticoagulants et les AOD en particulier sont devenus, à juste titre, les anticoagulants de première intention pour le traitement de la phlébite, de la thrombose veineuse profonde proximale ou de l'embolie pulmonaire. C'est lié à des résultats obtenus d'essais de phase 3, dont ici vous est représenté une des méta-analyses qui vous montre que, en termes d'efficacité sur l'évaluation du risque de récidive, eh bien, les AOD sont au moins aussi efficaces que le traitement comparateur enoxaparine associé à de la warfarine. Ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que ces études ont démontré une supériorité sur le risque d'hémorragie majeure avec une réduction de près de 40% du risque hémorragique majeur et une réduction de 50% du risque d'hémorragie cérébrale. C'est donc un traitement particulièrement intéressant. Intéressant parce que c'est aussi un traitement plus simple à utiliser avec des schémas thérapeutiques qui ne nécessitent pas, comme vous le savez, de surveillance. Donc, c'est la raison pour laquelle à la fois les guidelines européennes et les recommandations françaises placent les AOD en première intention. Alors, en France, on ne dispose que de l'apixaban et du rivaroxaban pour le traitement de la maladie veineuse thromboembolique, avec un schéma très spécifique au traitement de cette maladie veineuse thromboembolique et qui est recommandé en première intention comparativement au traitement conventionnel qui est les AVK. Attention, ce n'est pas le cas pour tous les patients
et les malades qui ont une insuffisance rénale sévère, moins de 30 ml par minute de clairance, ces malades n'étaient pas inclus dans les essais de phase 3, les femmes enceintes qui allaitent ou les patients qui ont un syndrome des antiphospholipides qui a été confirmé, les anticoagulants oraux directs ne sont pas indiqués chez ces patients-là. Il est nécessaire de laisser ces malades-là soit sous héparine de bas poids moléculaire pour les femmes enceintes, soit sous antivitaminique K pour les patients avec une insuffisance rénale ou un AOD, ou un syndrome des antiphospholipides. Alors, deuxième actualité importante, c'est l'embolie pulmonaire dans le cadre du cancer. Vous savez que jusqu'à présent, les héparines de bas poids moléculaire étaient et restent quand même d'une certaine façon le traitement de référence de la maladie veineuse thromboembolique survenant dans le cadre d'un cancer actif. On se base là-dessus sur plusieurs essais qui, comparativement aux AVK, démontrent une supériorité des héparines de bas poids moléculaire comparativement aux AVK, avec une réduction du risque de récidive de 40%. Toutefois, comme vous le voyez, un seul essai est réellement clairement positif et démontre la supériorité. Les autres ne démontrent qu'une tendance, et ce n'est que quand on poule l'ensemble des résultats de ces études dans une méta-analyse que l'on obtient cette supériorité avec une réduction de 40%, sans augmentation du risque de complications hémorragiques. Alors, évidemment, ces héparines de bas poids moléculaire sont prescrites en première intention et c'est clairement ce qu'il faut faire, mais cela représente évidemment une charge pour les patients. Tolérer des injections d'anticoagulants 1 à 2 fois par jour pendant plusieurs mois, c'est évidemment difficile à faire accepter pour les patients. Et évidemment, dans ce contexte-là, l'évaluation des anticoagulants oraux directs était très attendue dans cette indication maladie veineuse thromboembolique associée à un cancer. Alors, on ne disposait pas beaucoup d'études jusqu'à présent. On avait eu en 2018 que 2 études, une grosse étude qui évaluait l'édoxaban, mais on était un peu sur notre fin puisque l'édoxaban n'est pas disponible en France. Une étude pilote qui est l'essai avec le rivaroxaban. Et puis, un gros essai qui était très attendu et qui a été publié avant l'été, qui est l'essai Caravaggio qui évalue l'apixaban. Alors, avant de rentrer un petit peu plus en détail dans ces études, tout d'abord, quelques mots sur la méthodologie. Ce sont des essais qui, on va le voir, ont des designs un petit peu différents et des critères de jugement qui ne sont pas tous les mêmes. En revanche, ce qui est le même, c'est le groupe comparateur qui est à chaque fois la daltéparine. Daltéparine qui est le schéma de référence qui a été évalué et validé dans l'étude CLOT avec un schéma particulier, 200 unités kJ pendant 30 jours, puis 150 unités kJ au-delà du premier mois de traitement. Vous voyez que les malades inclus dans ces essais sont quand même des patients avec une tumeur qui est globalement évoluée, avec une tumeur métastatique dans la majorité des cas, et puis des patients qui ont quand même principalement un épisode d'embolie pulmonaire, et on s'attardera effectivement aux patients qui ont un cancer gastro-intestinal. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'un point de méthodologie, parce que même si le groupe comparateur est le même, le design et les critères de jugement ne sont pas les mêmes. On a tout d'abord un essai de non-infériorité avec l'essai Okuzaï et l'édoxaban qui a comme critère principal de jugement une combinaison des récidives thromboemboliques et des saignements majeurs avec un critère de non-infériorité. Une deuxième étude qui est l'étude SELECT-D qui évalue le rivaroxaban qui, elle, est un essai pilote dont le critère principal de jugement était les récidives thromboemboliques. Et puis, on a un autre essai qui est l'essai ADAM-VTE qui évaluait l'apixaban, mais elle était un essai de supériorité dont le critère principal de jugement était les hémorragies majeures. Et enfin, l'essai Caravaggio, qui est un essai lui aussi de non-infériorité, dont le critère principal de jugement était les récidives thromboemboliques. Donc, une fois qu'on a en tête ces petites différences en termes de design, vous voyez que les résultats, jusqu'à la publication de l'essai Caravaggio, montraient que finalement, en termes de récidive, il n'y avait pas de différence, il y avait même peut-être une petite tendance à une meilleure efficacité
de l'AOD et d'oxaban ou rivaroxaban, mais qui n'était pas significative comparativement avec une augmentation du risque de complications hémorragiques qui, lui, était significativement supérieur sous AOD comparativement au bras comparateur qui était la daltéparine. Je mets de côté l'essai ADAM-VTE puisque son critère de jugement était les hémorragies majeures et que cette étude a clairement inclus des patients très particuliers avec un très faible risque de récidive et un très très faible risque de complications hémorragiques. Donc, c'est un petit peu difficile de l'interpréter dans ce contexte-là. L'essai Caravaggio est lui un gros essai et nous montre que la non-infériorité est remplie sur les récidives thromboemboliques et de façon intéressante, il n'y a pas de surrisque hémorragique qui est démontré avec l'apixaban comparativement à la daltéparine dans cette indication. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, évidemment, ce surrisque hémorragique a été un petit peu mis en exergue à juste titre. Et effectivement, dans l'essai qui évaluait les doxabans, l'essai Hokusai Cancer, il a été démontré que les malades qui saignaient sous les doxabans étaient principalement des malades atteints de cancer gastro-intestinal et qui saignaient principalement du tube digestif. Et donc, clairement, ce surrisque hémorragique a été mis un petit peu en warning pour l'utilisation des anticoagulants oraux directs. Ce surrisque hémorragique n'est manifestement pas mis en évidence dans l'essai Caravaggio et une étude, une analyse un petit peu de la même façon qu'elle a été faite avec l'essai Hokusai Cancer, a été faite avec l'essai Caravaggio et montre que les malades qui saignent, encore une fois, sous AOD, sont essentiellement des malades avec des tumeurs digestives qui ne sont pas réséquées. Et donc ça, c'est peut-être un petit message clinique à faire passer. Néanmoins, compte tenu de ces données publiées, les recommandations, les guidelines de l'ESC, et c'était avant la publication de l'essai Caravaggio, mettent en exergue, mettent en première intention l'utilisation des héparines de bas poids moléculaire en première intention et mettent en alternative les doxabans ou le rivaroxaban chez des malades qui n'ont pas de cancer gastro-intestinal. On verra si ces recommandations seront modifiées avec les données de l'essai Caravaggio. Probablement que oui. On va mettre à disposition une actualisation des recommandations françaises et on verra un petit peu si ces recommandations sont modifiées substantiellement. Deuxième question importante, c'est la durée du traitement anticoagulant. Cette durée du traitement anticoagulant, on sait qu'elle ne doit pas être inférieure à 3 mois. Dans les essais qui ont comparé des durées de 3 mois par rapport à des durées plus courtes, le taux de récidive était toujours significativement supérieur chez les malades qui étaient traités moins de 3 mois. Donc, la durée minimale incompressible est 3 mois pour une thrombose veineuse profonde proximale ou une embolie pulmonaire. Au-delà du 3e mois, eh bien, la discussion doit avoir lieu. Et je vais essayer d'être le plus clair possible sur les éléments qui rentrent dans la décision de poursuivre ou d'arrêter le traitement anticoagulant. Tout d'abord, le contexte de survenue est un facteur majeur de récidive thromboembolique après l'arrêt du traitement anticoagulant. Ceci vous est représenté dans cette étude déjà un peu ancienne, mais qui vous montre de façon très claire que lorsque l'on thrombose dans un contexte provoqué, notamment par une chirurgie, et qu'on arrête le traitement anticoagulant, eh bien, le risque de récidive dans les 2 ans qui suivent l'arrêt du traitement anticoagulant est nul. En revanche, lorsque l'on retrouve aucun facteur de risque, on dit que la maladie n'est pas provoquée, eh bien, vous voyez qu'on est dans la situation où le risque de récidive à l'arrêt du traitement anticoagulant est important, à peu près 18-19% d'incidence cumulée dans les 2 ans qui suivent l'arrêt du traitement anticoagulant. Et puis, entre les deux, on a des patients qui vont avoir thrombosé dans un contexte provoqué par des facteurs non chirurgicaux dont on va un petit peu discuter. Alors, on a finalement 2 situations assez caricaturales dans lesquelles on va pouvoir donner des recommandations assez simples à suivre. La première situation, c'est la situation des patients qui sont à faible risque de récidive et c'est très clairement, comme je viens de vous le montrer, des malades qui ont thrombosé dans un contexte provoqué par un facteur majeur transitoire, la chirurgie, l'alitement, l'immobilisation, l'hospitalisation pour un contexte médical. On sait que dans cette situation-là, eh bien, le risque de récidive à l'arrêt du traitement après un traitement de 3 mois est nul. Et donc, par conséquent,
on va pouvoir arrêter avec une bonne sécurité le traitement anticoagulant dans cette situation-là. L'autre situation, c'est la situation où le risque de récidive thromboembolique à l'arrêt du traitement est élevé. Et donc, dans cette situation-là, c'est les patients qui ont un cancer. C'est les situations des patients qui ont déjà thrombosé, a fortiori dans un contexte non provoqué, donc les malades qui ont déjà récidivé, et aussi les malades qui ont thrombosé dans un contexte de syndrome des antiphospholipides confirmé. On est dans une situation où ces malades-là sont à fort risque de récidive et donc il faut les laisser au traitement anticoagulant sans arrière-pensée et en espérant qu'il n'y ait pas de complications hémorragiques. C'est la raison pour laquelle, dans les recommandations françaises, on a mis ces recommandations de traitement. Traitement court, 3 mois, 3 à 6 mois, mais en tout cas une durée courte et définie de traitement chez les malades qui sont à faible risque, tels que je vous les ai définis, avec comme choix de molécules une préférence aux AOD, mais les AVK sont également tout à fait possibles et envisageables. Deuxième situation, le risque de récidive est élevé, cancer actif, SAPL, maladie veineuse thromboembolique récidivante. Et dans les recommandations françaises, on a également mis les malades qui ont déjà fait une embolie pulmonaire grave, compliqués d'état de choc, fibrinolisés. Ces malades-là, on va probablement peut-être pas prendre le risque d'arrêter le traitement anticoagulant et les exposer à un risque de récidive. Dans cette situation-là, la durée du traitement n'est pas limitée. Et la durée du traitement, eh bien, voilà, c'est pendant les 6 premiers mois, un anticoagulant à pleine dose, HBPM en cas de cancer, AOD peut-être en cas de cancer, et ça, on verra un petit peu la place vis-à-vis des HBPM. Au-delà du 6e mois, dans un contexte de cancer, eh bien, il n'y a rien de défini, et donc toutes les options sont ouvertes avec des essais qui évaluent les AOD. Pour le SAPL, c'est les AVK. Pour la maladie veineuse thromboembolique récidivante ou l'embolie pulmonaire à haut risque, eh bien, c'est soit les AVK, soit les AOD à pleine dose et de façon non limitée. L'autre situation qui est finalement assez fréquente et qui est entre ces deux situations, faible et risque élevé, eh bien, c'est la situation à risque intermédiaire. Les recommandations européennes essayent de définir ce ventre mou qui est défini de cette façon-là, avec clairement un désaccord que l'on a avec les recommandations européennes, puisqu'ils considèrent les femmes qui thrombosent dans un contexte hormonal comme des patientes à risque intermédiaire de récidive. On a des données très claires et très solides qui montrent que les femmes qui thrombosent dans un contexte de prise de pilule, chez qui on arrête le traitement anticoagulant et chez qui on ne reprend pas le traitement par pilule estroprogestative, ont un risque de récidive à l'arrêt du traitement qui est faible, nul dans cette étude. Exactement la même chose qui se passe après chirurgie. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les recommandations françaises, on a inclus dans ces femmes, dans ces facteurs de risque majeurs transitoires, les femmes qui thrombosent dans un contexte hormonal. Et ces femmes, à mon avis, nécessitent un traitement de courte durée, 3 ou 6 mois, mais en tout cas pas au-delà, et pour arrêter. Ensuite, les patients qui thrombosent justement dans un contexte non provoqué, eh bien, ces patients-là, l'étude PADIS-EP qui était faite à l'ère des AVK a bien démontré que quand on traite ces patients pendant 6 mois et qu'on leur donne un placebo, ou qu'on les traite 6 mois et qu'on leur donne des AVK pendant 18 mois supplémentaires, eh bien, à partir du moment où on arrête le traitement anticoagulant au bout de 18 mois, comme vous le voyez ici, eh bien, le risque de récidive va finalement être le même. Et il n'y a pas de différence en termes de risque de récidive entre les malades qui ont été traités 6 mois par les AVK et qui recevaient le placebo, ou qui ont été traités 6 plus 18, c'est-à-dire 24 mois par les AVK. À partir du moment où on arrête le traitement, eh bien, le risque de récidive est finalement relativement équivalent et on ne fait que déplacer dans le temps la survenue de la récidive. Et donc, finalement, on va avoir, dans la situation de l'embolie pulmonaire non provoquée, un choix entre arrêter au bout de 6 mois ou bien poursuivre. Mais si on poursuit, on va poursuivre de façon non limitée le traitement anticoagulant. Alors, évidemment, dans ce contexte-là, l'utilisation des AOD a été
évalué dans des essais de courte durée, 12 mois, jamais au-delà. Donc, il faut prendre ça en compte sur des populations très sélectionnées de malades probablement à faible risque hémorragique, mais qui vous montrent que comparativement au placebo, la prolongation d'un traitement anticoagulant oral direct à pleine dose ou à demi-dose réduit évidemment le risque de récidive avec une augmentation du risque de complications hémorragiques qui est plus ou moins important en fonction de la molécule utilisée. Et donc, finalement, la durée du traitement anticoagulant pour ces malades qui sont à risque modéré, et notamment les malades avec un premier épisode thromboembolique veineux non provoqué, eh bien, ces patients-là, on va les traiter à pleine dose pendant 6 mois, AVK, AOD pleine dose, et puis au-delà du 6e mois, eh bien, on a le choix. On a le choix entre arrêter le traitement au bout de 6 mois, ou bien poursuivre le traitement entre ces 3 options, AVK, AOD pleine dose, AOD demi-dose. Et au jour d'aujourd'hui, je suis totalement incapable de vous dire quelle est la meilleure option entre un AOD pleine dose ou un AOD demi-dose si vous décidez de poursuivre le traitement anticoagulant. C'est vraiment, pour l'instant, un essai thérapeutique qui est en cours et qui va bientôt se terminer, qui compare ces 2 options thérapeutiques, qui permettra de répondre à la question. Et pour l'instant, aujourd'hui, les seules données que l'on a, c'est AOD pleine dose ou AOD demi-dose, comparativement soit à un placebo, soit à de l'aspégique. Donc, on n'a pas de données qui comparent face à face AOD pleine dose ou AOD demi-dose en prophylaxie secondaire. Et donc, cette décision, c'est une décision qui est assez personnalisée, qui se fait en consultation avec le patient. Des patients vont être au contraire très inquiets à l'idée d'arrêter les anticoagulants, d'autres vont être au contraire n'attendent que ça. Et donc, ça va être finalement cette discussion qui va peut-être emporter le morceau pour décider de poursuivre ou d'arrêter. Il faut évidemment aussi évaluer le risque de complications hémorragiques. Même si on n'a pas de score comme dans la fibrillation atriale, eh bien, l'évaluation du risque de complications hémorragiques, il doit être pesé dans la décision de poursuivre ou d'arrêter le traitement anticoagulant. Donc voilà un petit peu de façon très synthétique ce que l'on peut dire sur le traitement anticoagulant des embolies pulmonaires hors Covid. Ensuite, la deuxième partie est une partie effectivement qui a un retentissement en particulier dans l'ère de la pandémie Covid, puisque la Covid-19 est une pandémie mondiale qui nous touche et nous affecte tous. C'était initialement une maladie infectieuse, c'est devenu une maladie infectieuse, mais avec aussi une composante vasculaire et des complications thrombotiques qui n'étaient pas attendues, en tout cas lorsque les premiers malades ont été hospitalisés dans les hôpitaux chinois. On s'est petit à petit rendu compte que bon nombre de ces malades développaient des complications thromboemboliques veineuses, avec une estimation de la fréquence de ces événements qui est très variable entre les sites, les hôpitaux, mais surtout la gravité des patients. Cette fréquence de survenue des embolies pulmonaires est évidemment beaucoup plus fréquente chez les malades les plus graves hospitalisés en réanimation, qu'ils soient intubés ou pas intubés, que les malades hospitalisés en salle d'hospitalisation conventionnelle. Mais ces données épidémiologiques sont évidemment très biaisées. On fait maintenant plein de méta-analyses qui essayent de donner des informations, mais toutes ces données sont très biaisées et on n'a pas d'informations épidémiologiques. Ce que l'on sait, et ce qui est concordant avec l'ensemble des données publiées, c'est qu'il y a un surrisque de thromboembolique et notamment d'embolie pulmonaire chez les malades hospitalisés pour Covid-19. Alors, une fois que le diagnostic a été confirmé, et j'insiste sur ce plan-là, il est nécessaire, je pense, d'avoir les mêmes exigences diagnostiques chez les malades avec Covid que chez les malades sans Covid. Une fois que le diagnostic est objectivement confirmé par un test validé, et principalement un angioscanner, eh bien, le traitement curatif n'a pas de raison d'être différent de ce que l'on fait en dehors du Covid, avec toutefois quelques petits messages que je veux vous faire passer. Tout d'abord, effectivement, lorsque l'embolie pulmonaire survient chez un malade pas grave, qui est encore hospitalisé, mais dont tous les paramètres sont au vert et chez un patient qui va bien,
eh bien, ce malade-là, on peut envisager un traitement par anticoagulant oral direct. Chez les malades plus sévères, qui sont hospitalisés, qui sont pour l'instant instables, il est nécessaire de laisser un traitement injectable parce que ces patients-là ont un potentiel d'aggravation important. Et chez les malades les plus graves, avec un état de choc, le recours à la thrombolyse associé à l'anticoagulation par héparine non fractionnée doit être discuté. Attention aux interactions entre AOD et éventuellement traitement antiviral, même si aucun d'entre eux n'a démontré son efficacité pour traiter le Covid. Ce sont des molécules qui sont parfois utilisées. Elles ont des interactions importantes avec le rivaroxaban et l'apixaban. Et donc, un message simple et clair est de probablement privilégier les HBPM à la phase aiguë et de passer à un AOD en l'absence de contre-indication une fois que les patients se sont améliorés et stabilisés. La thrombolyse, c'est exclusivement, encore une fois, chez les malades qui ont une embolie pulmonaire objectivement confirmée, avec un état de choc, avec évidemment ces schémas qui sont validés en dehors de la population Covid. Ensuite, quelle est la durée ? Bien, on est typiquement dans la situation du risque intermédiaire, du risque majeur transitoire. C'est le malade qui est hospitalisé, immobile, dans son lit d'hôpital, qui thrombose. Donc, on est dans cette situation-là. Et donc, clairement, on est dans cette situation où on peut traiter les malades pour une durée courte, 3 mois, 6 mois, en tout cas, pas plus, sauf si le malade avait évidemment déjà fait un épisode thromboembolique veineux, mais dans l'immense majorité des cas, c'est un épisode qui est provoqué par l'hospitalisation. Donc, inutile de se poser la question d'un traitement beaucoup plus prolongé. Une durée courte, définie, 3 mois ou 6 mois, est largement suffisante. Là encore, le choix de la molécule, AVK ou AOD pleine dose, c'est tout à fait possible. Et donc, des recommandations, en tout cas des préconisations des sociétés savantes sont maintenant disponibles. Celles de l'ISTH sont ici reproduites et vous montrent qu'il est nécessaire de traiter ces malades-là avec un épisode thromboembolique confirmé, un avantage aux héparines de bas poids moléculaire et une durée de 3 mois. Vous voyez ces recommandations. Ensuite, l'autre situation qui est, à mon avis, très intéressante et importante est la prophylaxie de cette maladie qui est finalement fréquente. On est dans un groupe à risque. Et qu'est-ce que l'on sait de la thromboprophylaxie hors Covid-19 ? En réanimation, c'est très efficace. Vous avez ici quelques essais thérapeutiques. Le plus gros d'entre eux est l'essai PROTECT, qui est évalué chez des malades hospitalisés en réanimation médico-chirurgicale. Vous voyez un gros collectif de malades qui avaient une écoveineuse à l'admission, puis 2 fois par semaine, ou en cas de suspicion clinique. Il a été démontré une réduction du risque de récidive, du risque de maladie veineuse thromboembolique sous traitement anticoagulant comparativement au placebo. Donc ça, les choses sont assez claires, avec une réduction, une importance de l'effet qui est assez nette et claire. Alors ensuite, il y a eu... nos pratiques ont été amplement modifiées par la crainte effectivement légitime des cliniciens face au risque de maladie veineuse thromboembolique. Et donc, des sociétés savantes ont essayé de cadrer un petit peu les choses. Et sur la thromboprophylaxie, vous connaissez peut-être ces préconisations du GIHP, du GFHT, qui stratifient un petit peu le risque et l'intensité de la thromboprophylaxie en fonction de la gravité des malades et en fonction d'un certain nombre de paramètres, dont certains sont beaucoup plus discutables que d'autres, et en particulier des paramètres, notamment des paramètres biologiques. On passe d'une héparine à dose standard à une héparine à dose curative, ce qui laisse quand même poser un certain nombre de questions dans une situation où on est plutôt dans une situation de thromboprophylaxie, où on utilise un traitement curatif. Donc, on est dans une situation qui, à mon sens, est quelque chose qui doit être discuté. Alors, quelles propositions ? Ces propositions, c'est encore une fois des experts qui se réunissent, qui discutent, qui évaluent les choses et qui font ce que je fais ce soir et qui vous donnent un petit peu mon sentiment. Donc,
le niveau de preuve est faible. Et il faut garder cela en tête. La première chose, c'est que, encore une fois, clairement, il faut donner une thromboprophylaxie à tous les patients hospitalisés pour Covid-19. Ça, je pense que le consensus est clair. Ensuite, quelle est l'intensité de cette anticoagulation prophylactique? Est-ce que c'est la dose standard? Est-ce que c'est une dose plus forte, intermédiaire, ou est-ce que c'est une dose curative? Eh bien, les débats sont clairement pas tranchés et il y a des essais thérapeutiques en l'occurrence. Ensuite, l'autre question, c'est est-ce qu'il faut étendre la prophylaxie, et notamment une fois que le malade sort de l'hospitalisation, est-ce qu'il faut lui donner un traitement anticoagulant prophylactique? Eh bien ça, si on se réfère aux malades non Covid, on sait, et il y a des essais qui ont évalué cela sur une prophylaxie prolongée de 4 à 6 semaines, on sait qu'on réduit le risque thromboembolique essentiellement sur des événements non symptomatiques et qu'on augmente le risque de complications hémorragiques. Donc, par conséquent, ça n'est pas une option qui est retenue chez les malades médicaux. Chez les malades avec Covid, on ne sait pas. J'ai plutôt tendance à penser que ça n'est probablement pas indiqué, ou en tout cas à peser. Et la Société française de médecine vasculaire a essayé de baliser un petit peu les choses et de regarder un petit peu les situations particulières, notamment des malades qui, lorsqu'ils sortent d'hospitalisation, gardent une mobilité réduite, et s'ils ont en plus un facteur de risque supplémentaire, peut-être que ces patients-là, il faut les laisser à une thromboprophylaxie tant qu'ils n'ont pas récupéré une mobilité strictement normale. Mais encore une fois, tout ça repose sur de l'avis d'experts sans études démontrant cela. Les préconisations de l'ISTH sont elles aussi très mesurées et mettent en avant évidemment l'utilisation des héparines de bas poids moléculaire en faisant attention au risque hémorragique et attention également au risque hémorragique chez les malades thrombopéniques, qui est une situation finalement assez fréquente. Là aussi, pas de consensus très clair sur l'utilisation de la dose intermédiaire, mais peut-être qu'il faut l'envisager chez les malades à risque plus élevé, notamment les malades hospitalisés en réanimation sous ventilation artificielle, les malades qui présentent des facteurs de risque thromboembolique additionnels. Ceux-là, il faut probablement passer à une dose un peu plus forte et par exemple doubler la dose, passer d'enoxaparine 4000 à enoxaparine 4000 x 2, ou bien utiliser des moyens multimodaux avec notamment la compression intermittente pneumatique. Et puis, l'utilisation des anticoagulants oraux directs pour une durée plus prolongée est clairement pas quelque chose qui, pour l'instant, est dans l'air du temps. En tout cas, c'est quelque chose qui est beaucoup plus sujet à discussion. Alors, il y a beaucoup d'essais thérapeutiques qui sont actuellement en cours et je pense qu'on devrait avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Il y a un essai français, et c'est le seul essai français à l'heure actuelle, qui est l'essai Covidose, qui est mené par Stéphane Zully dans le cadre du réseau Innovete. Cet essai Covidose est un essai très intéressant qui évalue chez les malades inclus admis à l'hôpital pour Covid. Ces malades sont randomisés pour recevoir soit une dose standard, groupe à dose standard, 4000 unités une fois par jour, et lorsqu'il passe en réanimation, 4000 unités 2 fois par jour. On compare ça à un traitement avec une dose prophylactique augmentée, avec une dose ajustée au poids, avec pour l'enoxaparine, des doses qui sont ici représentées, quel que soit le secteur d'hospitalisation, médecine ou réanimation et soins intensifs. Et donc, cet essai est actuellement en cours. Il y a 602 malades inclus. Il y a presque 300 patients qui sont à l'heure actuelle inclus. J'espère qu'on va aller jusqu'au bout pour apporter une réponse. Il y a d'autres essais de par le monde. Et donc, je pense qu'on améliorera les connaissances et améliorera le niveau de recommandation. Quoi qu'il en soit, et je terminerai là-dessus, les préconisations de l'assistance publique dans ce domaine sont premièrement chez les malades hospitalisés pour Covid, c'est d'évaluer à la fois le risque thrombotique et hémorragique. Lorsque le risque hémorragique est élevé, c'est-à-dire des malades avec une hypertension artérielle non contrôlée, des malades qui ont fait un antécédent hémorragique, qui ont une thrombopénie sévère, moins de 75 000 plaquettes, ou qui ont des troubles de l'hémostase, eh bien ces malades-là, il faut
privilégier la prévention mécanique. Chez les malades qui n'ont pas un risque hémorragique élevé, eh bien, on va évaluer le risque thrombotique et vous voyez que lorsqu'il n'y a pas ces facteurs de risque, on est à risque faible et donc il faut utiliser de l'énoxaparine à la dose standard, 4000 unités une fois par jour et peut-être passer à une dose 4000 deux fois chez les malades en réanimation. Lorsque l'un de ces critères est présent, il faut passer à une dose intermédiaire et probablement l'énoxaparine 4000 deux fois est intéressant, quel que soit le secteur d'hospitalisation. Et puis quand on a une suspicion d'embolie pulmonaire ou de phlébite, eh bien, il faut confirmer par imagerie. Et je pense que le message aussi que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut avoir un niveau de suspicion clinique qui est beaucoup plus faible que celui qu'on a et penser à l'embolie pulmonaire lorsque les malades s'aggravent et faire une imagerie pour confirmer le diagnostic et réserver le traitement anticoagulant curatif uniquement aux malades qui ont une embolie pulmonaire qui est objectivement confirmée par un angioscanner thoracique, comme cela est recommandé. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie de votre attention et je remercie le CNCH pour son invitation et je suis évidemment prêt à répondre à toutes vos questions. Merci à tous. Merci beaucoup, Olivier, pour cette présentation très, très claire. Il y a déjà plusieurs questions sur le chat. Je voulais savoir, finalement, tu as parlé d'anticoagulants oraux directs chez ces patients qui ont fait une embolie, qui ont une embolie pulmonaire et qui ont le Covid. C'est basé sur un consensus d'experts. Est-ce qu'il y a des études? Non, il n'y a pas d'études qui ont été menées. Il n'y a pas d'essais thérapeutiques qui ont été menés et qui ont comparé les AOD par rapport au traitement conventionnel. Maintenant, en dehors de contre-indications à l'utilisation d'un AOD, donc insuffisance rénale, interaction médicamenteuse ou autre chose, je ne vois pas de contre-indication à l'utilisation d'un AOD dans ce contexte-là. Encore une fois, si le malade est stabilisé sur le plan clinique. J'aurais une question sur la partie Covid. Effectivement, on a vu des embolies pulmonaires graves et on avait le sentiment qu'il y avait un lien entre la sévérité de la pneumopathie au scanner et le risque de survenue d'une embolie pulmonaire. Mais j'ai vu que dans la littérature, les données étaient un petit peu discordantes là-dessus. Et puis, un deuxième point, est-ce que les dédimères sont un élément important dans la décision, dans la dose de l'anticoagulation préventive, je parle? Donc, pour les dédimères, ça reste un test d'exclusion diagnostique. C'est un test très peu spécifique. Par conséquent, il n'y a aucun élément qui permette d'augmenter l'intensité thérapeutique ou d'augmenter le niveau de suspicion clinique parce que les dédimères augmentent. Dans le cadre du Covid, il a été clairement démontré que les patients avaient une élévation importante des dédimères. C'est même un facteur pronostic indépendant des autres facteurs cliniques. Mais c'est un facteur pronostic global, de mortalité globale. Est-ce que c'est un facteur qui augmente le risque thromboembolique? Eh bien, que les malades qui ont une embolie pulmonaire aient un taux de dédimère plus élevé que les malades qui n'ont pas d'embolie pulmonaire, c'est vrai aussi chez les malades qui n'ont pas le Covid. Donc, on enfonce une porte ouverte. Et donc, par conséquent, je ne vois absolument aucune justification pour nous embarrasser d'un biomarqueur qui est tout à fait pertinent, mais qui ne doit pas modifier ce que l'on sait de ce biomarqueur dans la population non-Covid. C'est un très bon test d'exclusion. Peut-être que les seuils d'exclusion classiques que l'on a dans la population non-Covid, un seuil fixe à 500 ou un seuil ajusté à l'âge, etc., n'est peut-être pas valide dans la population Covid, mais en tout cas, des dédimères positifs ou des dédimères qui montent ou des dédimères au-delà d'un certain seuil, à mon sens, il n'y a pas de données qui justifient de modifier une intensification thérapeutique ou de réaliser de tests supplémentaires, sauf si on a un argument clinique. Ensuite,
sur la sévérité de l'atteinte parenchymateuse. Il y a effectivement des données qui sont plus ou moins discordantes et qui montrent que effectivement les malades qui feraient des embolies pulmonaires auraient une atteinte parenchymateuse qui soit éventuellement plus sévère. Il a même été suggéré que les malades thrombosaient in situ dans les territoires où il y avait le plus d'atteinte parenchymateuse, comme s'il y avait une atteinte inflammatoire locale qui pouvait agir sur la circulation locale du sang et qui pourrait de ce fait-là être à l'origine de thrombose. Bon, je pense que ces données méritent d'être consolidées et d'être un petit peu plus retravaillées pour savoir si on doit intégrer l'importance de l'atteinte parenchymateuse comme facteur décisionnel pour dire je fais un angioscanner ou pas un angioscanner. Et pour l'instant, voilà, ça reste des données trop fragiles pour pouvoir donner une recommandation ou en tout cas dire ce qu'il faudrait éventuellement faire. Je vais te relancer à nouveau sur les dédimères parce que c'est vraiment, il y a une dizaine de questions juste sur les dédimères. Ça inquiète tout le monde en fait. C'est tout le monde. J'ai des questions. Le patient jeune qui a le Covid, qui n'a pas signe de gravité, on le trouve des dédimères à 600, 700. Qu'est-ce qu'on fait? Le patient plus grave, quand on trouve des dédimères qui montent, qu'est-ce qu'on fait? Puis on a vu des textes que les patients qui avaient les dédimères les plus élevés, c'est les patients qui finalement avaient un taux de mortalité le plus élevé. Il y a des publications françaises sur ça, que c'est les patients qui allaient plus souvent en réanimation. Donc ce qui fait que dans l'état d'esprit collectif, c'est pas très clair. C'est un facteur pronostic indiscutable et je crois que c'est très clair là-dessus. Ensuite, je pense qu'il faut avoir un niveau de suspicion clinique très fort. Ce qui veut dire qu'un malade qui est sous ventilation artificielle, un malade qui se dégrade sans explication évidente, ou simplement un malade qui ne s'améliore pas et qui a éventuellement des dédimères qui restent très élevés ou qui augmentent. Ce malade-là, ça ne me choque pas qu'on le considère comme étant suspect d'embolie pulmonaire, bien au contraire, et que l'on aille faire des tests diagnostiques. Le problème est qu'effectivement, ces malades-là sont parfois non transportables au scanner. Et donc, effectivement, où le transport au scanner est risqué. Et donc, on hésite, à juste titre, souvent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le met au traitement anticoagulant curatif et puis on attend de voir? Est-ce que, voilà. Les recommandations de la Société européenne de cardio et des sociétés françaises donnent déjà une réponse là-dessus. Chez les malades qui ont une embolie pulmonaire grave, qui ne sont pas transportables, une échocardiographie, une échographie veineuse qui met en évidence un cœur pulmonaire aigu, alors dans un contexte de SDRA, c'est évidemment plus difficile, mais qui met en évidence une thrombose dans une veine des membres inférieurs ou une thrombose dans les cavités cardiaques. Parfois même, l'ETO permet de visualiser un thrombus proximal dans le tronc de la paix. C'est des éléments qui peuvent être faits, qui sont disponibles au lit du malade. Et donc, je pense qu'il faut à tout prix essayer de confirmer objectivement parce qu'à la clé, il y a des traitements anticoagulants curatifs qui augmentent le risque hémorragique et éventuellement, chez les malades les plus graves, de décider une thrombolyse. Donc, de prendre ce genre de décision juste sur un paramètre biologique dont on connaît la très faible spécificité ne me semble pas raisonnable. Et c'est la raison pour laquelle je suis assez en retrait là-dessus, même si il est clair que c'est un facteur pronostic et que c'est un facteur à prendre en considération avec des éléments cliniques. Alors, à propos des dédimères, c'est un sujet qui est effectivement intéressant, mais hors Covid, est-ce que c'est intéressant dans le ventre mou là, des malades intermédiaires où on se pose la question de prolonger, de ne pas prolonger, à quelle dose? Donc la partie difficile où j'ai vu que même quand on s'interroge beaucoup sur ces malades-là, est-ce que les dédimères, le follow-up des dédimères peut être un élément intéressant dans la décision de continuer, d'arrêter les traitements? Alors, pris seul, non. Clairement non. On a des études qui se sont basées uniquement, des études italiennes, hein, qui se sont basées uniquement sur le dosage des dédimères. Alors, c'est souvent après un arrêt du traitement anticoagulant et le dosage des dédimères fait dans les 3 ou 6 mois, dans les 3 semaines qui suivaient l'arrêt des anticoagulants.
Et ces études montrent que les malades qui gardent des dédimères, qui ont des dédimères négatifs, sont à plus faible risque de récidive que ceux qui ont des dédimères positifs. Mais ces malades gardent un risque thromboembolique important, de l'ordre de 6-7%. Donc, ils ne sont pas à faible risque. Ils sont à plus faible risque peut-être, mais ils ne sont pas à faible risque. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce critère biologique seul, pris isolément, n'est pas pertinent. En revanche, ce qui a été démontré, c'est que chez les femmes, doser les dédimères, cette fois-ci sous anticoagulants, et en combinant ce dosage à des données cliniques, l'âge de la patiente, la présence d'une obésité ou de signes cliniques de syndrome post-thrombotique, eh bien, ces paramètres, lorsque les dédimères sont inférieurs à 250 et lorsque on n'a pas plus d'un seul de ces critères cliniques ajoutés, eh bien, on identifie des patientes à faible risque thrombotique, à faible risque de récidive lorsqu'on arrête les anticoagulants, de l'ordre de 3% par an. Et donc, ce score s'appelle le score R-DO2. Et donc, effectivement, chez ces femmes, avec des dédimères négatifs et qui n'ont pas d'autres paramètres cliniques, effectivement, ça permet d'identifier des patientes à faible risque et chez qui on peut arrêter le traitement anticoagulant. Mais encore une fois, c'est intégré avec des paramètres cliniques. Pris tout seul, ça n'a pas de sens et on n'identifie pas des malades à très faible risque chez qui on peut arrêter les yeux fermés le traitement anticoagulant. J'ai une question concernant la prolongation de ce traitement anticoagulant. On a l'impression que c'est quand même une grande partie des patients. Est-ce qu'on a une idée en pratique de ce qui est fait, par exemple en France? Est-ce qu'il y a des registres européens ou français qui donnent finalement qu'est-ce qui est fait, que font les gens? Donc, c'est une très bonne question. On n'a pas d'idée de photographie précise. Et en ce sens, on est probablement moins bien organisé que pour la fibrillation atriale. L'impression qu'on a quand même, c'est que la durée de l'anticoagulation des malades augmente parce que c'est plus simple, parce qu'il y a moins de complications hémorragiques et donc forcément qu'on a tendance à augmenter la durée du traitement anticoagulant. Néanmoins, et donc il va falloir qu'on fasse un travail beaucoup plus sérieux. Néanmoins, je pense que le message que je veux faire passer aussi, c'est que lorsque l'on poursuit le traitement anticoagulant, il est indispensable de réévaluer à intervalles réguliers, au moins une fois par an, la pertinence de la poursuite du traitement anticoagulant. Ce qui est vrai à un instant T ne sera probablement pas vrai dans 1 an ou 2 ans plus tard, parce que le patient a eu d'autres comorbidités, a peut-être saigné, a eu d'autres traitements qui peuvent éventuellement interagir, et donc attention. Et puis ensuite, on sait bien que les traitements, si on les renouvelle de façon automatique, au bout d'un moment, le malade se demande est-ce qu'il faut vraiment que je le continue et est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire. Donc, il faut toujours rediscuter en face à face avec son patient et remettre en question la pertinence de la poursuite du traitement anticoagulant. Ce qui est souvent sous-estimé dans les études, c'est très clairement le risque hémorragique. Dans les essais thérapeutiques qui ont évalué les AOD en prophylaxie secondaire, on a des populations forcément sélectionnées. C'est des malades inclus dans des essais thérapeutiques, dans des essais randomisés. Et donc, c'est des malades qui sont à faible risque. Et d'autre part, ces essais, ils sont assez convaincants, mais sur une durée de 12 mois. Or, si on donne un traitement anticoagulant de façon prolongée sur une durée illimitée, c'est sur une durée bien plus longue. Or, on sait que le risque hémorragique, lui, contrairement au risque de récidive thromboembolique qui a tendance, lui, à plutôt atteindre un plateau, ce risque hémorragique, lui, il a plutôt tendance à augmenter linéairement avec le temps. Et donc, il est important de réévaluer de façon séquentielle cette balance bénéfice-risque. Merci beaucoup, Olivier. C'était super. Je pense qu'on pourrait refaire 1 heure de plus. On va réfléchir à l'épisode 2. C'était vraiment très bien. Il y avait, même jusque-là, il y a plus de 250 personnes qui sont juste sur le Zoom, sans compter ceux qui sont ailleurs sur les réseaux sociaux. Merci encore d'avoir accepté cette invitation. Je vais passer la parole à Olivier Nallet pour conclure. Non, mais c'est un très beau sujet et c'est vrai qu'Olivier a
bien clarifié la situation et puis a laissé des zones d'ombre qui correspondent à la réalité des choses, à la fois pour l'extension du traitement, qui a l'air quand même une des principales questions hors Covid, et puis qui a fait une très belle mise au point sur les patients Covid+. Voilà, donc vraiment, c'est passionnant. On aurait aimé encore poser plein de questions. Merci beaucoup à tous. En tout cas, merci à BMS Pfizer pour leur collaboration avec le CNCH et le soutien institutionnel. Merci Olivier Sanchez, merci Olivier Nallet. Merci à tous d'être connectés. Jeudi prochain, il y a un autre webinaire sur une autre thématique. Ça parlera plus d'angioplastie coronaire. Je suis sûr que ça vous intéressera. Et donc, je vous dis à très, très bientôt sur la page du CNCH. À bientôt à tous. Bonsoir. Bonsoir.